Bonsoir. Le chef de l'État était du 23 au 26 septembre dernier en visite officielle dans la région de la Maraoué. Et lors de ce déplacement, le président Alassane Ouattara a fait plusieurs mises au point quant à la situation sociopolitique de notre pays. La dernière décision de la Cour africaine de l'homme et des peuples, éventuel report des futures élections, les appels à la désobéissance civile, tous ces sujets ont été passés en revue par le chef de l'État. On y reviendra tout à l'heure dans le Live Actu. Et la situation de la femme, elle évolue à tâtons sous nos cieux. Les femmes ne bénéficient toujours pas d'un égal accès à l'éducation dans notre pays. D'ailleurs, selon l'UNESCO, 71% des analphabètes en Côte d'Ivoire sont des femmes. Et elles rencontrent également d'énormes difficultés dans le commerce et l'entrepreneuriat. Pour parler de la situation de la femme dans la société ivoirienne, nous recevons ce soir Madame Miss Belmonde Godot, secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée de l'autonomisation des femmes. Débat, analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir à ma The Team préférée. Oh yeah, oh yeah, les garçons, c'est nous. Les garçons, les dames, c'est vous. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Okay. on va parler de femmes, on va parler d'autonomisation, on va parler de femmes. Bonsoir, Rayana Assi. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça Bien va le week-end? très bien. Ça va très bien, Un changement de coiffure, reposant. c'est bien, c'est très Oui. bien. Ça va, ça Ouais, te plaît? ça me plaît. Super. Merci beaucoup. Edith Broubleu est en rose, non? Comme une fleur. Comment? Comme une fleur. Comme une fleur, Oui. rose fuchsia. Une fleur très Une fleur, fraîche. oui, bien sûr, bien sûr. Bravo. Non, mais vous l'êtes. Vous l'êtes, Merci, franchement. je le ressens moi. Ouais, moi aussi. Certains qui se ressentent métis et minces. C'est votre Oui. droit le plus absolu. Oui, Absolument. oui. Ce qui se passe dans sa tête, c'est... Voilà. Ryan Assi, Edith Brou, Sophie Aïda. Oui, en même temps, c'est une petite sanction. Bonsoir Sophie Aïda. Comment ça va? Ça va? Retour des cheveux courts? Ouais, Ok. pour ton plus grand plaisir. Hein? Oui, c'est ça. Ça me fait mon plus grand plaisir. Ouais. Ça me plaît. Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mesdames. Bonsoir. Oh, galanterie. Hein. Je sais ce que Non, vous la- dites. la- C'est galanterie, normal, c'est la base, on ouais. se salue. Je sais ce que vous vous dites. J'attends que l'un d'entre vous le dise. Non? Ouais. Non, non. Ça a jolie- changé. jolie, Ah jolie oui, couleur oh, de- oui, j'adore la de couleur. Philippe. Oui, ça a changé. Pour une fois que c'est pas du noir, que c'est pas du bleu. En tout cas, ça fait mieux au teint. Merci beaucoup. Vous avez changé de secte? Oui. Non, Waouh! C'est Serge Kouachi, merci beaucoup. une nouvelle couleur imposée par le gourou. Waouh! De la secte, ouais. Tant qu'à faire. Hein. C'est en plus dans une chanson de Kofi Olomide. Ouais. Bon, ceci dit, dans cette nouvelle couleur, on commence maintenant avec le point saillant de l'actualité et c'est tout de suite dans le Live Actu. Pour entamer notre tour de l'actualité, eh bien, c'est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et les vives réactions du président Ouattara depuis Boisflé, on en parlait. Critiqué, attaqué, bon, il s'est dit, peut-être qu'il faut que je réponde un tout petit peu, Edith Brou. Effectivement, Qu'a-t-il dit en substance? je dirais déjà nul et de nul effet. Vous comprendrez pourquoi. Et son ton, en tout cas, avait le mérite d'être clair dans ses propos et dans son discours de clôture de sa visite à Boisflé. Donc pendant 4 jours, du 23 au 26 septembre, le président de la République et candidat à la présidentielle 2020 était en visite d'État dans la région de la Maraoué, donc principalement dans les villes de Boisflé, Saint-Fra et Zuénoula. Donc son dernier stop, c'était au niveau de Boisflé. Il a profité de sa conférence de presse de clôture de cette visite ce samedi pour revenir sur certains points de la situation sociopolitique. C'était important. Donc il a donc réagi aux différentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de réintégrer Soro Guillaume et Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Ouattara a soutenu, et je cite, que ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet et qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Edith Broubleu, vous êtes d'accord qu'on peut dire nul aussi? Oui, mais tu sais, juridiquement, Le terme ça juridique, voilà, c'est nul et de nul nul effet. effet. Il faut appuyer Nul l'effet. Et de nul effet. D'accord. Voilà, ça a le mérite d'être assez ferme et clair. D'accord. Et il a également ajouté, nous ne les appliquerons pas. Voilà. Et il a également ajouté, nous ne les appliquerons pas concernant la décision les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous ne tenons pas à les appliquer. Il a également rappelé qu'il ne reste plus que 6 pays
en tout cas pour porter l'estocade à la CAHDP. Il a rappelé qu'il ne reste plus que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et qui est sous tutelle, bien sûr, de l'Union africaine. Il a ajouté que la date du samedi 31 octobre pour la prochaine élection présidentielle résulte de la Constitution de novembre 2016, dont il est le garant. Et il a aussi lâché, même si je le voulais, je ne pourrais jamais changer la date des élections parce que c'est constitutionnel. Et enfin, pour ajouter, il a également rajouté que depuis novembre 2016, où la nouvelle constitution a été adoptée, les uns et les autres savent que cette élection présidentielle a lieu le 31 octobre. Il doit y être confiant qu'elles seront apaisées parce qu'elles sont transparentes, elles sont également conformes à la Constitution et aux institutions de la République. Il a également mis en garde tous ceux qui, selon lui, veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, en tout cas je répète ses propos, si c'est ce qu'ils veulent, ils mourront en face d'eux. Et pour ajouter également que pendant cette période de visite au niveau de la région de la Marawe, on avait également le secrétaire général, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui était également présent. C'est vrai que son nom n'est pas évident. Mohamed Ibn Chambas, je vais y arriver. Il y en a qui en ont fait les frais sur ce plateau. La dernière fois, j'en ai bavé aussi, ouais. Qui était présent également pendant la même période du 21 septembre au 26 et qui a également invité les Ivoiriens à une élection pacifique et inclusive. D'accord. Voilà ce qu'on pourrait dire concernant les propos du président Alassane Ouattara et à propos des 6 pays, c'est ça? Des 6 pays, Ça- que 6 pays qui Ça commence à reconnaissent, en tout sentir, cas, il risque d'avoir 5 bientôt. bientôt. En tout cas, je pense que le processus est déjà en cours parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire a tiré sa compétence au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il reste encore quelques mois avant que ça soit effectif. Moi, il y a une partie qui a attiré mon attention aussi à Boisflé, c'était lorsqu'il a affirmé que son Premier ministre allait faire son palabre. Effectivement. Si jamais il y avait désobéissance civile, d'ailleurs parlant de désobéissance, il a dit que les appels à la désobéissance n'iront nulle part. Voilà. En chef d'État et en candidat à l'élection présidentielle, après, il faut faire la part de choses. Est-ce qu'il était uniquement en train de visiter non, ces différentes régions pour je pense apporter le qu'il est développement en pré-campagne, ou en il a ce droit-là. pré-campagne Voilà. En tout cas, ça a des allures de précampagne. Non, non, c'est une pré-campagne, c'est clair. Et le monsieur, il se présente en tant que chef d'État, c'est vrai, mais en même temps en tant que futur candidat à sa réélection. crois que c'est ce Donc, qui fait la lutte. dans son discours, il fallait qu'il y ait de la fermeté, on l'a entendu, cette fermeté. En tant que garant de la Constitution. Voilà, en tant que garant de la Constitution, en tant que chef de l'État, il fallait qu'il rassure un tant soit peu les uns et les autres sur ces échéances électorales pour dire que bon, vous pouvez compter sur moi, on va y aller, c'est ce qui s'est ressenti dans ce discours. Et de toute façon, quand il dit que M. Ahmed Bakayoko fera son palabre, c'est de toute façon sous sa casquette de ministre de la Défense, parce que bon, ça va de soi. S'il y a du désordre, il faut bien que le ministre de la Défense fasse quelque chose pour intervenir et pour réguler la situation. Donc je pense que... Ma voisine n'avait pas fait cette analyse, là, il dit c'est son fils. En tout cas, les positions sont bien tranchées là. D'accord. Bon, un autre sujet, cette fois c'est à l'international, nomination du Premier ministre concernant la transition malienne, on en parle avec vous, Sophia Aïda, il s'appelle Mokhtar. Alors, Wane. Wane, je ne sais pas si c'est Wane ou c'est Wan, parce qu'il n'y a pas de « et » à la fin, donc on va dire Wan. Donc la semaine dernière, que je vous parlais du colonel à la retraite Bandao, qui a été nommé président de transition du Mali, et je vous disais qu'on attendait justement donc encore l'annonce du Premier ministre civil de transition. Et bien donc c'est chose faite. Depuis ce dimanche 27 septembre 2020, M. Mokhtar Wane a été nommé Premier ministre de transition du Mali. Il aura 65 ans le 11 octobre prochain. C'est un ancien diplomate. Il a été également ambassadeur du Mali aux Nations Unies de 1995 à 2002. Il a également été ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à plusieurs reprises, notamment dans le gouvernement d'Ousmane Issoufou Maïga en 2004 et dans les gouvernements de Modibo Sidibé d'octobre 2007 à avril 2009. Alors, il a précédemment aussi été conseiller diplomatique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de 2014 à 2016 et jusqu'au 27 septembre donc 2020, hier, il était délégué général à la paix et à la sécurité auprès de l'EMOA.
Il est diplômé en droit public, en relations internationales et en administration publique. Il parle couramment 4 langues, donc l'anglais, le bambara, le peul et le français. Donc je pense que vraiment il a le parcours, je pense, idéal pour ce rôle de Premier ministre de la transition. Il faut rappeler qu'après l'investiture du président de la transition, donc Ba Ndao, le 25 septembre 2020 dernier, la CEDEAO avait conditionné la levée des sanctions à la nomination du Premier ministre civil. Donc la levée des sanctions, on attendait qu'elle soit annoncée aujourd'hui, puisque la nomination du Premier ministre, c'était hier. Mais la CEDEAO est toujours en attente de la version finale officielle de la charte de transition, dans laquelle la CNSP, donc le mouvement de la junte, doit être dissous. Et également dans laquelle il doit être mentionné qu'en cas d'empêchement, le Premier ministre Assimi Goïta ne puisse pas remplacer le vice-président Assimi Goïta ne puisse pas remplacer le président Ba Ndao. Alors la première remarque que je peux faire, c'est qu'on avait dit que le parcours du président de la transition était un peu mitigé. Exactement. Donc il avait un parcours de militaire, bien qu'il soit civil. Donc on se disait, bon, c'est un peu les militaires qui prennent le pouvoir. Je trouve que c'est bien équilibré là, parce qu'on est un diplomate. Donc on trouve le bon équilibre, on peut pas se plaindre. Et puis un homme d'expérience aussi. Tout à fait. J'aime bien la clause de la CEDEAO, parce qu'on ne sait jamais, un accident est vite arrivé, une glissade, une chute, et puis allez, ça y est, c'est bon, je deviens président. Ils ont dit empêchement. Empêchement, voilà. Oui, d'accord. En tout cas, il jouit d'une solide réputation, en tout cas avec la carrière qu'il a déjà au plan international. Exactement, mais il ne semble pas très bien connu, en tout cas dans son pays. Et en plus, il semblerait qu'il y ait un petit scandale qui ait éclaté, pour ce que j'ai pu voir, parce qu'un vieux rapport du vérificateur général qui épingle la direction administrative et financière du ministère des Affaires étrangères, dont il a été le ministre entre 2007 et 2009, et on parle d'une histoire de 64 millions quand même. Donc je ne sais pas si c'est mis dans un bourbier avec cette nomination. On espère que ça va bien se passer, parce que mine de rien, il y a beaucoup de charges sur ses épaules, et on espère qu'il va avoir l'assentiment en tout cas des populations, parce que mine de rien, c'est finalement elles qui auront le dernier mot. On espère que cette transition, en tout cas avec lui, va bien se passer. Parce qu'on parle de l'international, ça me fait penser un peu à... Ça n'a rien à voir avec le Mali, voilà, l'administration Trump qui a fait sortir les problèmes de fisc de notre très cher Joe Biden à la veille de son premier débat télévisé. Franchement, elle est belle la politique. Je vois même pas dire. Il y a les cadavres de Trump aussi, là, de son placard. Oui, les taxes. Oui, absolument. Les $750. Il a toujours affirmé de ne jamais vouloir, d'être très opaque sur la question des impôts. Il ne fait pas de déclaration sur ses impôts comme les anciens présidents américains. Je trouve que c'est la meilleure période, ça. Tous les cadavres qui sortent du placard. Mais en plus, moi, je tenais à vous dire à chacun d'entre vous que si je sentais que vous partiez vers la concurrence, j'ai quand même quelques notes de frais, de claclos et tout ça que vous avez commandé, que vous n'avez pas toujours réglé comme il faut. Voilà. Je ne ferai pas ça. Je garde ça quelque part. On espère que tout va bien se passer pour le Mali. C'est l'heure pour nous de notre micro-trottoir après ce jingle. La situation des femmes ivoiriennes évolue à petits pas, on le disait, de grosses disparités demeurent et les femmes sont encore confrontées à des problèmes inhérents à leur statut de femme. Que faut-il améliorer pour améliorer le quotidien des femmes en Côte d'Ivoire? C'est un élément de Nokana Paleka et Gauthier qui nous permettent de balader notre micro dans les rues d'Abidjan. Pour améliorer le quotidien des femmes, il faudrait financer la femme dans ses projets et aussi au sein de son foyer, il faudrait que l'homme respecte plus la femme. Très souvent, on a l'habitude de voir les hommes qui battent leurs femmes. Et cela ne doit plus se reproduire. Que faut-il pour améliorer le quotidien des femmes en Côte d'Ivoire? D'abord, sur le plan politique, c'est de prendre des politiques incitatives pour essayer de favoriser l'accès des femmes en politique, par exemple. Ce cadre peut être législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale peut voter une loi, permettre à ce que peut-être dans la vie des partis politiques, qu'il y ait un quota de femmes au gouvernement, par exemple, et c'est leur quotidien qui s'améliore. Les femmes sont négligées même. Regardez dans le gouvernement, il n'y a pas assez de femmes. Pourtant, les femmes sont beaucoup intelligentes. Une femme qui grille arachide, regardez comment elle entreprend pour mettre ses enfants à l'école, pour faire tous ses besoins. L'État doit donner plus d'argent aux femmes
en tout cas qui veulent entreprendre. Regardez dans les sociétés où femme est directrice, ça marche plus que pour les hommes. Améliorer le quotidien de la femme, il faudrait que forcément la femme soit respectée. Qu'elle soit femme au foyer, au bureau, même au champ. Que l'homme sache que la femme est une complémentarité, un complément pour lui et non un objet. Au point de vue social, par exemple, une femme qui vient d'accoucher, si on lui donne uniquement 3 mois pour s'occuper de son bébé, ça ne suffit pas. Si on voit que la délinquance augmente chaque jour, c'est parce que les enfants ne sont pas suivis par les mères. Donc, moi, si ça ne tenait qu'à moi, une femme qui accouche, il faudrait qu'on lui donne au moins 1 an pour s'occuper de son bébé. Allons étape par étape. Aujourd'hui, un homme prend une femme, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, c'est lui qui prend tout en charge. Mais si l'homme n'est pas, les conditions de vie de l'homme même d'abord n'est pas améliorée, on ne peut pas parler des conditions de vie, de l'amélioration de la femme. C'est quand l'homme est stable, sa condition de vie est améliorée, qu'on peut parler des conditions de vie de la femme. Pour améliorer le quotidien des femmes, il faut leur donner plus de place en tout ce qui concerne les décisions, même dans le pays. Actuellement, concernant la situation du pays, par rapport à la candidature des femmes, les femmes ont été rejetées. Et ce n'est pas normal. Les femmes ont beaucoup de décisions à prendre. Et pensent que si on met les femmes à la tête du pays, mais une femme, je pense que ça va tout gérer. Ça va changer. Mais les hommes, ça ne va pas marcher. Donc les femmes, ça peut marcher. Je vais même trahir un secret en disant que lorsque nous travaillions sur le sujet de cette émission, il y avait non pas comme un vent, il y avait même un ouragan de satisfaction auprès de ces dames sur ce plateau qui disaient « ça y est, on va aborder les questions, défendre des positions ». Parce que tout à l'heure, j'ai entendu Sophie Aïda, lorsque l'un des interlocuteurs disait qu'un homme... L'avant-dernier. Vous savez, c'est un leurre. Hein. Il est juste en train de perdre Non, le temps. c'est- Voilà, le temps imparti justement Je suis le au fil. fait Ça, que il faut vous être un peu puissiez... solidaire quand Oui, même. oui, non, mais à un moment, je suis très centriste, vous savez. Non, il faut être peu importe solidaire. les jours. Bah, il disait, oui, il faut que la condition de l'homme s'améliore elle-même avant qu'il pense. Réaction de Sophie Aïda. Incroyable. Non, mais enfin, c'est incroyable. J'hallucine qu'en 2020, on a encore ce genre de discours, quoi. Donc, en fait, pour lui, si la condition de l'homme n'est pas améliorée, la femme n'a qu'à mourir, quoi. Elle n'a qu'à pourrir. En fait, je comprends pas. Attends, bouge pas, je lui parle. Non, mais c'est pas. Enfin, pour moi, c'est aberrant, quoi, oui. comme mindset. C'est terrible. Moi, ce Et qui c'est m'a à cause surtout étonnée- de personnes comme ça, qui réfléchissent comme ça, qu'on est dans cette situation encore à avoir ce genre de discours ou de débat en 2020. Ce qui m'a surtout étonnée, c'est c'est celle qui disait que les candidatures féminines ont toutes été rejetées, mais ça a été rejeté pas parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles n'arrivaient pas à atteindre un certain nombre de critères. Donc la question, ce n'est pas de dire est-ce qu'on accepte les candidatures parce que ce sont des femmes, mais comment faire pour que ces femmes-là, justement, arrivent à remplir tous les critères de candidature. Donc il faut, comme Sophie le dit, que les mentalités... C'est là où on parle d'égalité homme-femme de toute façon, et je te rejoins sur ce point. Je trouve que son propos, en tout cas, n'avait pas de sens. En tout cas, peut-être sa compréhension n'était pas la bonne. Allez, N'avait pas de sens. Que faut-il pour améliorer? Parce que c'est à ça que j'allais revenir. Que faut-il pour améliorer le quotidien des femmes en Côte d'Ivoire, dans un pays où chacun peut s'exprimer? On a vu beaucoup d'avancées. On a vu beaucoup d'avancées, absolument. Non, vous êtes d'accord, mais on a fini de faire le tour, on n'est pas d'accord? Non, Je vais continuer, si vous me le permettez. Que faut-il pour améliorer le quotidien des femmes? La Mesdames question et est posée. messieurs, oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées depuis ces 10 dernières années concernant l'autonomisation de la femme, concernant les droits et certains acquis aussi des femmes, parce que lorsqu'on parle d'activités de promotion de l'entrepreneuriat, il est véritablement orienté vers les femmes. Les jeunes femmes, les femmes, qu'elles soient dans les milieux ruraux ou les milieux urbanisés, comme on le dit, il y a eu énormément d'actions qui ont été menées, en tout cas en faveur des femmes. Et ça, je le reconnais, parce que j'ai participé à beaucoup de ces actions en tant que soit mentor, soit coach. Donc il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau des droits des femmes. Maintenant, derrière, il faut également que, comme je le dis, la société elle-même s'accapare également ses acquis concernant les droits des femmes et leur reconnaissent leur rôle d'individus égaux aux hommes, tout simplement. En même temps, dans la catégorie des réactions surprenantes, je vais dire ça comme ça, on a entendu une femme doit avoir 1 an après sa grossesse avant de recommencer à travailler. Oui, après ça, ce Ça sont des discours qui Ça fait partie des s'éloignent perles un aussi peu. quand même. Il n'y a pas que les hommes qui disent des Ce choses. sont des discours qui s'éloignent un peu, on va dire, de ce qui est réalisme, on va dire. Enfin, ça ne fait pas la généralité de toute ça, façon, c'est juste un avis. L'équilibrer, c'est ça. centrer un peu les choses. Moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, que faut-il pour que justement, pour améliorer le quotidien des femmes,
c'est continuer cet éveil de conscience des femmes elles-mêmes, qu'elles arrivent à comprendre leur réel Ça commence par un éveil de conscience, vous dites. Exactement, c'est ça. Des femmes elles-mêmes. Et des hommes. Des jeunes hommes, des jeunes garçons qui vont grandir et qui vont être ces leaders-là demain. Je me dis que, aujourd'hui par exemple, c'est une journée assez symbolique pour poser cette question. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre et c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Exactement. L'avortement qui est puni par la loi en Côte d'Ivoire. Non, pas punie par la loi, mais elle est restrictive en fait, sous certaines conditions, comme le viol, l'inceste également, si je ne me trompe pas, mais soumise à certaines conditions. Et malheureusement, on va venir sur ce point, la Côte d'Ivoire, qui a signé le protocole de Maputo depuis 2013, n'a pas encore appliqué certains des textes qui permettraient également à toutes les femmes, pas uniquement à ces femmes qui sont dans certaines situations comme le viol ou peut-être l'inceste, de pouvoir également bénéficier de ce droit à l'avortement et de ce droit à disposer de leur corps. Parce que c'est le point sur lequel il faut venir, permettre aux femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. En tout cas, je ne sais pas s'il y a jurisprudence, mais en son article 60, je sais que sur cette loi-là, la Côte d'Ivoire punit l'avortement. En tout cas, ce n'est pas encore légal ici. C'est ce que je voulais soulever comme point. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses en fait, à développer pour l'amélioration du quotidien de la femme. Et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui avec notre invité qui sera là tout à l'heure. C'est rare, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais fait ça. Nous recevons notre invité, parce que c'est une dame. Je fais la référence. Bon, la révérence, comme on dit. Ce soir, il sera question de la situation, là, je change de ton. La situation de la femme en Côte d'Ivoire. Et à ce propos, nous avons avec nous Miss Belmonde Dogo, elle est secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargée de l'autonomisation des femmes. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. On vous en prie. Alors, Sophia Haïdar, Rayana Assi, Edith Beaubleu sont à vos côtés pour ensemble porter la voix et mener ce combat, parce qu'on sait que ça leur tient à cœur. Je tenais à le dire avant de commencer cet entretien. Madame, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, on le disait, depuis le 12 septembre 2019, un an après. Quel bilan? Depuis le 4 septembre. Le 4 septembre. D'accord. Quel bilan pouvez-vous nous faire de vos actions sur le terrain? Je dirais un bilan positif. Un bilan positif, l'autonomisation des femmes, contrairement à ce que bon nombre d'Ivoiriens pourraient penser, n'est pas que le volet économique. Il englobe plusieurs pans, le volet politique, le volet social. Mais nous sommes plus restés, je dirais, avec les femmes du monde rural. Donc pour nous, le bilan est positif parce que maintenant, les femmes du monde rural, en plus de la production, vont maintenant pour la petite transformation. Madame Belmonde, vous avez également validé en fin 2019 le document portant sur la stratégie nationale de promotion de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Je voulais savoir quels sont les principaux axes de cette stratégie. Nous avons 5 axes pour la stratégie nationale d'autonomisation de la femme. Le premier axe, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeune fille. Le second axe, c'est la santé et la reproduction sexuelle. Le troisième axe, vous avez l'éducation et la formation. Le quatrième axe, le leadership. Et le cinquième, la bonne gouvernance. Et concrètement, sur le terrain, comment cela s'est matérialisé dans les différentes régions et communes de la Côte d'Ivoire? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus travaillé avec les femmes du monde rural parce que pour nous, il était bien séant pour les secrétariats d'État de se pencher d'abord sur les femmes du monde rural parce que ce sont des femmes qui donnent beaucoup mais qui gagnent peu et ce sont des femmes qui avaient besoin de visibilité en Côte d'Ivoire. Donc nous avons plus travaillé sur le premier axe qui est l'employabilité et l'entrepreneuriat des femmes. Mais finalement, les femmes, on va dire, qui sont en zone urbaine, est-ce que le fait de concentrer uniquement, en tout cas majoritairement les actions sur les femmes du monde rural ne va pas finalement défavoriser celles qui sont en ville? Parce qu'on ne peut pas forcément dire que lorsqu'on est du monde, en tout cas en ville, on est forcément favorisé. Non, elles ne sont pas défavorisées parce que les actions sont plus portées sur les femmes en zone rurale et périurbaine. À Abidjan, je dirais dans les grandes villes, l'entrepreneuriat des jeunes filles et des femmes, quand il s'agit des jeunes filles, nous les orientons vers le ministère de la Jeunesse parce que nous sommes un ministère transversal. Donc l'entrepreneuriat des jeunes filles, nous les orientons vers le ministère de la Jeunesse. Quand il s'agit des femmes en zone urbaine, nous les orientons vers le ministère des petites et moyennes entreprises.
Ok. Et si on reste sur les femmes justement en milieu rural, quelles sont les actions concrètes qui ont été menées par le gouvernement en leur faveur? Les actions concrètes en faveur des femmes du monde rural, c'est d'abord permettre aux femmes de réduire la pénibilité du travail en offrant aux femmes du monde rural du matériel pour réduire la pénibilité. Ensuite, faire le lobbying pour que ces femmes arrivent à écouler comme il se doit les productions. Donc, il y a eu le reprofilage des pistes. Nous avons eu des femmes qui ont eu accès, qui ont eu droit aux moyens de transport, des tricycles, des camionnettes. Et ensuite, lorsque les femmes finissent de produire et qu'elles n'arrivent pas à écouler, la production les reste sous la main. Donc, il fallait réfléchir et elles-mêmes, elles ont eu cette idée ingénieuse-là de transformer la production, mais c'était de manière, je dirais, archaïque. Donc, le gouvernement a accompagné ces femmes-là en installant des unités de transformation. Et justement, après cet accompagnement, est-ce que ces femmes-là arrivent à prendre leur envol toutes seules? Est-ce qu'elles arrivent à avoir une situation beaucoup plus, on va dire, raisonnable pour elles? Oui, elles arrivent à avoir une situation beaucoup plus raisonnable. Nous pourrons vous citer plusieurs coopératives qui, aujourd'hui, les femmes ont un statut, je dirais, plus reluisant que celui qu'elles avaient avant, parce que ce sont des femmes aujourd'hui qui arrivent à vendre, je ne dirais pas dans toutes les grandes surfaces, mais qui ont un produit qui se vend bien. Ah non, justement, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut préciser des régions qui ont été vraiment touchées par ces actions que vous avez menées? On peut. Allez, je vous en Nous prie. avons tout récemment, nous avons la région du Moronou, où nous avons des femmes de Krébé qui transformaient la banane. Et suite à notre visite, elles ont pu obtenir une unité de transformation par le biais du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Nous avons les femmes de Yakassé Feyasé qui transformaient l'arachide en pâte, qui ont pu avoir une unité de transformation. Nous avons les femmes de Bayota qui ont une unité de transformation de manioc. Vous avez les femmes de la coopérative Amounion et Djolo qui ont été accompagnées par le secrétariat d'État, qui permet aux femmes qui transforment le manioc en pot de farine. C'est dans la farine pour faire du pain. Donc vous avez, je dirais, dans chaque région, et pour nous, ce serait réussi ce que nous faisons, si chaque région arrivait à avoir, je dirais, une entité propre à elle. Quand je prends, dès que nous entendons parler de pâte d'arachide, nous orientons directement toutes ces personnes vers la coopérative de Yakassé Feyasé qui fait la pâte d'arachide. Lorsqu'on nous parle banane, nous disons aux personnes qu'il faut créer. Et vous avez après un mécanisme de suivi pour accompagner, pour vérifier que ces personnes que vous avez orientées dans ce secteur-là sont effectivement là où vous avez souhaité qu'elles soient, ces Oui, femmes-là. nous avons un mécanisme de suivi. Nous avons la direction de la valorisation des compétences féminines qui est en charge de faire le suivi. Et cela se passe très bien. D'accord. Sophie Aïda. Alors, Madame Belmont-Dogo, on va parler toujours de femmes, mais maintenant des femmes dans la politique. Donc, vous avez dit dans une interview accordée dans le quotidien que le gouvernement a décidé de donner à la femme toute sa place dans l'œuvre de développement du pays. Alors, comment est-ce que cela se décline-t-il quand on sait que la Côte d'Ivoire n'a que 8 femmes sur 47 membres du gouvernement, 29 sur 255 députés, 8 sur 66 sénateurs, 15 sur 200 maires et enfin une seule femme présidente sur les 31 conseils régionaux? Je pense que le chiffre des sénatrices n'est pas exact. Le bon chiffre me reviendra. Mais je voudrais dire que sur le plan politique, la femme ivoirienne a connu une avancée avec la loi sur la représentation des femmes, la représentativité des femmes dans les assemblées élues avec un quota de 30% qui a été voté en juillet 2019. Et cette loi-là permettra à la femme ivoirienne, je dirais quand on sera au stade des législatives, aux partis politiques de présenter plus de femmes, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans de cela. Et ensuite, pour moi, l'environnement législatif et juridique est favorable à avoir des femmes en politique. Il reste maintenant à la femme de prendre conscience qu'elle peut y aller. Puisque nous avons maintenant une loi qui nous permet d'être présente dans les partis politiques, d'être présente sur les listes électorales. Il revient maintenant à la femme de dire c'est possible, je peux y aller. Mais Madame, vous dites justement toute sa place, hein, c'est l'expression que vous avez utilisée, oui. Toute sa place. Mais qu'est-ce qui est fait justement pour permettre à cette femme-là de prendre conscience? Parce qu'on est conscient que la loi elle est là,
Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait pour encourager justement ces femmes-là et leur permettre d'en prendre conscience? Mais ce qui est fait, c'est d'abord sensibiliser les femmes sur le rôle important que la femme peut jouer en politique, parce que nous sommes convaincus que si nous avons plus de femmes en politique, ce serait un gain pour le pays. Donc sensibiliser les femmes sur leur présence en politique. Ensuite, arriver, et pour moi c'est ça le plus important, à les convaincre qu'elles peuvent y aller. Vous êtes sans ignorer que les femmes préfèrent être dans la vie associative que d'être en politique. Mais ça, c'est simplement parce que pendant longtemps, c'est ce qui leur a été, on va dire, comme imparti, c'est ce qu'on leur a dit. Mais justement, parce que c'est ce qui leur a été imparti, maintenant nous disons qu'il est temps que la femme sorte de la vie associative pour la vie politique. Et généralement, comment les femmes répondent à ça lorsque vous leur parlez de ça, lorsque vous sensibilisez, que vous leur faites comprendre que justement, elles ont leur place en politique? Est-ce que c'est une idée qui les enchante? Est-ce que c'est un pas qu'elles veulent franchir? C'est un pas qu'elle veut franchir, mais c'est vrai que elles ont plusieurs obstacles. D'abord, pour le premier obstacle que la femme vous présentera, ce sera le volet, je dirais, économique. La femme est convaincue qu'elle a besoin d'avoir une surface financière avant d'entrer en politique, ce qui n'est pas toujours vrai. Pour nous, la meilleure arme en politique, c'est sa base, c'est sa population. Une femme qui veut rentrer en politique ne va pas attendre à 2 mois des élections pour aller dans sa base. Chercher à se faire connaître, mais c'est un travail de longue haleine. Tu veux être député en 2021, mais le travail doit être fait depuis 2020. Il ne faudrait pas attendre la veille des élections pour aller te présenter quand il y a des hommes qui y sont depuis 2-3 ans. Et quelle est la place des femmes au sein de votre parti? Est-ce que, pour en venir aux hommes qui sont au sein de votre parti, est-ce qu'ils font également la promotion, ils encouragent également les femmes de votre parti à pouvoir accéder à des postes de responsabilité un peu plus élevés au sein du Bien parti sûr, RHDP? je suis directrice exécutive en charge des parlementaires au RHDP. Donc la femme a toute sa place. Nous avons plusieurs femmes directrices exécutives adjointes. Donc le RHDP fait la promotion des femmes. On peut avoir des chiffres en termes de représentativité au sein de votre parti, de pourcentage de femmes. Est-ce que la parité est respectée au sein du RHDP, par exemple? Je dirais la parité respectée au sein du RHDP, nous sommes 40 directeurs exécutifs. Nous sommes, je dirais, plus de... Déjà, on a retenu que la parité n'est pas respectée. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que la parité n'est pas respectée au RHDP. Je ne dirais pas cela. Mais je dirais que pour les postes occupés par les femmes au sein de la direction exécutive, ce sont des postes importants. Et nous ne sommes pas très loin de la parité. On se rapproche de la parité. Madame, 3 femmes ont vu leur candidature à la présidentielle de 2020 rejetée par le Conseil constitutionnel. Avant elle, il y a eu 3 autres, une aux élections de 2010 et 2 en 2015, avec un faible score enregistré. Est-ce qu'on peut dire que le mur de la présidentielle est peut-être trop dur à percer pour les femmes qui se lancent en politique en Côte d'Ivoire? Non, je ne dirais pas que le mur... Elles peuvent rester secrétaires exécutives, elles peuvent aller à ministre, mais quand il s'agit peut-être de vouloir être présidente, ça coince. Quelle analyse faites-vous des chiffres qu'on vient? Ou est-ce que les Ivoiriens sont prêts à avoir une femme présidente? Il faut poser la question aux Ivoiriens. Mais pour revenir à votre question, je ne dirais pas que le mur de la présidence est infranchissable pour les femmes. Mais les femmes qui ont été candidates n'ont même pas pu remplir les conditions d'éligibilité pour être candidates. Il y en a qui ont été candidates, elles ont eu un très faible score. Quelque part, le problème a l'air d'être l'éducation à la politique elle-même. C'est de comprendre, parce qu'on peut être une femme, aller vers la politique, mais ne pas forcément comprendre les rouages du système politique. Qu'est-ce que vous faites pour l'éducation, justement, de ces femmes-là aux enjeux politiques? Écoutez, si je prends le cas du RHDP, nous avons des écoles dans chaque parti politique. Je ne demanderai pas à toutes les femmes d'adhérer à un parti politique, mais je dis dans chaque parti politique, il est censé avoir une école de parti. Et il revient à chaque parti de former ses militantes. Et en dehors des partis politiques, vous avez des ONG qui forment les femmes à la politique. Nous avons le COCOFSI qui forme les femmes à la politique. Vous avez plusieurs ONG qui le font. Mais encore qu'au-delà de la formation, il faudrait que la femme accepte, parce qu'une femme qui veut être présidente de la République, il faut assurer du parrainage, puisque ça faisait partie des clauses pour être éligible. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a besoin d'intensifier cette communication pour justement que la sensibilisation ait un plus gros impact? Parce que tout ce qu'on dit, c'est bien, théoriquement, c'est des bonnes idées, mais à la fin de la journée, le résultat, on le voit, il n'est pas là. Il n'y a pas assez de femmes qui
prennent conscience et qui acceptent même de penser qu'elles peuvent un jour arriver à ce genre de poste. Donc est-ce qu'il ne faut pas peut-être intensifier, aller plus en profondeur dans les années à venir, justement? Vous donnez ça des propositions? Non, intensifier, je dirais que ça a été fait. Je dirais que ça a été, je dis que ça a été fait. Nous avons plusieurs ONG qui ont eu à faire des formations avec des femmes, avec des jeunes filles. Mais au-delà de la formation, il y a la réalité du terrain qui s'impose à la femme, comme je le disais tout à l'heure. C'est bon et c'est bien d'être formé, mais que lorsqu'on finit la formation, il faut aller affronter le terrain. Il faut affronter cette réalité politique. Quels sont ces obstacles? Justement, pour affronter le terrain, il faut que des personnes les prennent par la main. Donc des femmes, certainement comme vous et comme d'autres qui sont dans des postes comme les vôtres. Mais est-ce que c'est fait? Est-ce que vous pensez que vous faites assez, justement? En tant qu'individu, en tant qu'individu, je dirais oui que nous faisons assez. En tant que femme politique, en tant qu'individu, nous faisons assez parce que nous répondons à toutes les formations. Au-delà des formations, nous invitons les femmes à aller sur le terrain. Et j'aime à le dire, un homme politique n'est un homme politique que par son terrain, par son électorat. En dehors de son électorat, ce n'est pas un homme politique. Alors la femme qui veut être politique, la femme qui veut être élue députée, maire ou présidente, ne peut pas l'être si elle n'a pas une base à elle. Il faut qu'elle prépare son parcours. Il faut qu'elle prépare son parcours. Alors tu ne peux pas te lever un lundi matin et le vendredi vouloir être une femme politique. Ça se prépare. Alors, on va aborder je parlais de questions d'actualité, un fait, malheureusement, qui s'est produit dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. C'est une jeune fille âgée de 26 ans qui a trouvé la mort dans la commune d'Abobo à la suite d'un coup reçu à la poitrine par un jeune homme parce qu'elle avait refusé de donner son numéro. C'est triste, hein. J'ai envie de dire, quel commentaire faites-vous de cette situation? Ce drame. Ce drame. Avant de faire mon commentaire, je présente mes condoléances à la famille de mademoiselle Begré. Et pour moi, une fille ne doit pas mourir parce qu'elle est femme, parce que là, elle est morte parce qu'elle était femme. Au dire des écrits sur les réseaux sociaux, elle aurait refusé de donner son numéro, ce qui a conduit à sa mort. Et cet acte-là doit être condamné avec la plus forte rigueur de la loi. Je sais que le monsieur, les personnes ont été interpellées. Nous laissons la justice faire son travail, mais notre vœu est que ces personnes-là soient condamnées. Parce que ce n'est pas le premier acte en Côte d'Ivoire. Il y en a eu plusieurs. Et il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Ça commence par des déclarations de condamnation de votre ministère, du ministère de la Femme? Du ministère de la Femme. C'est le ministère de la Femme qui est en charge, en particulier, qui est en charge des violences basées sur les gens. Je sais que la ministre y travaille. Pour les violences basées sur les gens, il existe un numéro vert du ministère. Ensuite, pour les violences basées sur le genre, l'État des Côte d'Ivoire a mis en place un centre pour accueillir les femmes battues. Mais nous ne devons pas arriver à avoir des femmes battues en Côte d'Ivoire. Nous pouvons lutter contre la violence et nous devons lutter contre la violence faite aux femmes. Mais pour cela, il faut éduquer d'abord les hommes parce que la violence, elle est faite par les hommes. Il faut éduquer les hommes, faire comprendre à l'homme que la femme n'est ni un manchin ni un ballon. Madame Belmondo Boko, on sait que plus une femme est autonome et éduquée, plus elle est exposée aux violences basées sur le genre. Vous avez parlé d'activités conjointes avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? En dehors du numéro vert que vous avez donné, comment vous arrivez à sensibiliser également ces femmes pour lesquelles vous appelez de tous leurs vœux leur autonomisation, à sensibiliser et ces femmes et les hommes pour éviter que ce genre d'actes se produisent? Nous le faisons avec Vous avez des programmes? Des programmes, mais avec les différentes ONG, je n'en citerai pas. Mais nous le faisons avec les ONG qui y travaillent. Le ministère de la Femme y travaille. Mais pour nous, au-delà de l'éducation qui doit être faite à l'homme, il faut aussi éduquer nos sœurs. Je m'apprête à le dire. Je vous attendais, vous avez dit qu'il faut éduquer les hommes. Vous allez finir par ça. Ça, je vous rassure. Que je termine. Il faut aussi faire comprendre aux femmes et aux sœurs que se faire battre par l'homme n'est pas une preuve d'amour parce que nous avons reçu des femmes dans notre secrétariat d'État
elles sont arrivées défigurées avec des ONG. Elles ont demandé le soutien et l'aide du secrétariat, ce qui était accordé. Elles ont été soignées, mais quand la femme a été rétablie, elle est retournée dans son foyer. Et quand elle est retournée, on lui a dit non, tu ne peux pas retourner parce que dans 2 mois, on peut nous appeler et ce sera pire que ce qui a été fait. Elle a dit non, c'est mon tout. Alors quand une femme te dit c'est son tout, pour nous, il y a un problème. Il faut que la femme arrive à comprendre qu'elle ne peut pas être son tout. Son tout, c'est elle-même d'abord. Donc il y a cet éveil de conscience à faire. Et nous y travaillons avec les ONG pour que la femme comprenne que ce fait de battre par un homme n'est pas une preuve d'amour, que la femme peut être autonome. Alors quand une femme vient à notre secrétariat qui a été battue par l'homme, elle dit non, j'ai besoin de faire une activité, mais la première condition est que tu sortes de ce foyer-là pour que nous puissions t'amener à être autonome. Parce que tu sois autonome dans ce foyer-là, tu n'auras jamais la paix. Et nous avons eu plusieurs cas des hommes comme ça au secrétariat d'État. Lorsque vous accompagnez ces femmes, est-ce que vous rencontrez la violence, on va dire, le rejet des hommes qui sont les compagnons de ces femmes? Mais bien sûr. Si la première solution, c'est sortir de ce foyer, elles y tiennent souvent à ce foyer-là. C'est vrai qu'elles y font. Mais elles y tiennent. Il y a peut-être une solution qui n'est pas forcément... Sur 100 femmes, oui, vous avez 70 femmes qui y tiennent au foyer. Okay. Et elles y sont, elles préfèrent la phrase qui vous sort le plus, c'est « pour mes enfants ». J'ai eu à dire une fois à une, mais pour tes enfants, on va finir par t'enterrer à Williamsville. C'était fort, mais il fallait que je le fasse, il fallait que je le dise, parce qu'elle était défigurée. Je pense que l'une des questions d'Edith Bruce, c'était tout à l'heure. Est-ce que vous rencontrez aussi l'autre partie? Est-ce qu'il arrive que l'autre partie soit rencontrée, peut-être pour être sensibilisée? Mais ils ne sont jamais coupables. L'autre partie, ils sont rencontrés, mais les hommes ne sont jamais coupables. L'homme est convaincu que s'il a battu la femme, c'est de la faute. La faute revient à la femme. C'est parce qu'elle a fait ci que je l'ai battue. Mais est-ce que parce que la femme vous a énervé, vous devez pourtant la battre jusqu'à la défigurer? Je dis non. Madame... Pardon? La femme n'est pas l'enfant de l'homme. Ok, merci beaucoup Sophie Aïda. On va aborder les questions d'actualité à présent avec vous, actualité politique, on va s'en dire. Nous sommes à 2 semaines du début de la campagne présidentielle dans un climat plutôt tendu. Madame Belmondo, comment appréciez-vous cette atmosphère-là qui fait peur à certains Ivoiriens? Je ne dirais pas tendu, le climat n'est pas tendu. Vous êtes venu au travail, vous avez vaqué à vos occupations, donc le climat n'est pas tendu. Dans quel état d'esprit, j'ai envie de dire? Mais non. Aujourd'hui, il y a des déclarations de part et d'autre qui demandent à l'apaisement. On ne peut pas nous dire, madame, que le climat n'est pas tendu. Le climat n'est pas tendu. Je vais le nuancer, il est plutôt tendu. Peut-être plutôt tendu, mais le climat n'est pas tendu. Nous sommes à quelques semaines des élections. Le gouvernement travaille à ce qu'il y ait élection. Il y aura élection en Côte d'Ivoire. Donc le climat n'est pas tendu. Il nous faut aller aux élections. L'opposition qui ne veut pas y aller, mais elle n'a qu'à rester là où elle est. Mais il ne faudrait pas appeler à la casse, il ne faudrait pas appeler à un désordre, parce que le gouvernement n'accepterait pas des désordres. Madame Belmondo, quelle est votre position sur l'arrestation de ces femmes qui ont marché contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara, surtout le cas de Madame Pulcherik Balé? Les femmes qui ont marché, si j'ai bonne mémoire, les marches étaient interdites. Voilà, donc je ne vais pas me prononcer sur une affaire de justice. Si elles ont été arrêtées, elles étaient certainement en infraction, elles ont commis un délit, donc je ne me prononcerai pas dessus. Elles n'ont pas été arrêtées parce qu'elles étaient devant les portes. Vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas de climat tendu en ce moment, mais on parle c'est vrai, de marches qui ont été interdites, mais de personnes qui sont emprisonnées pour leur position aussi politique. Est-ce qu'il n'y a pas, mine de rien, une contradiction? Pour des positions politiques. Lorsqu'on parle de manifester contre un 3e mandat. On peut s'opposer sans détruire le bien d'autrui, sans détruire le bien public. Alors, dès l'instant qu'il y a opposition, que nous nous retrouvons avec des casses, avec des bus brûlés, avec des morts d'hommes, vous aurez bien voulu que l'État croise les bras pour regarder les choses se faire? Je dis non. Mais aujourd'hui, quand même, on voit que votre parti, donc le RHDP, et tous les autres partis de l'opposition ont des positions très tranchées sur la question de la tenue des élections. Qu'est-ce que vous appelez opposition tranchée? Certains trouvent justement des positions très tranchées. Mais le RHDP n'a qu'une seule position. Nous allons aux élections. Justement, nous avons. Mais la date d'élection est connue depuis bien longtemps. On voit bien que tous les vous autres convenez partis avec moi de l'opposition que pour un parti qui ne veut pas aller aux élections, mais il ne dépose pas ses dossiers à la CEI.
Si je pas peux juste cohérent. terminer ma question. Allez-y. Donc tous les autres partis de l'opposition ont aussi leur position aussi tranchée que la vôtre, mais qui est de dire que l'élection n'aura pas lieu parce que voici. Qu'est-ce que vous pensez ne devrait pas avoir lieu justement. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle n'aurait pas du tout lieu. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de bras de fer? Qu'est-ce que C'est pas un bras de fer. Ça implique pour la population? Ce n'est nullement un bras de fer. Il est convenu que les élections aient lieu le 31 octobre. Les élections auront lieu au 31 octobre. Les partis d'opposition estiment que certaines conditions ne sont pas lesquelles. Par exemple, au niveau de la CEI, il parlait de la... Mais au niveau de la CEI, comment vous pouvez contester une commission et déposer vos dossiers? Moi, je vais bien comprendre. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je dis je ne suis pas d'accord, j'y vais pas. Mais dès l'instant que vous déposez vos dossiers à la commission électorale indépendante et que ce dossier continue son cursus jusqu'à la validation des candidatures, de quoi nous nous plaignons? Qu'est-ce que vous dites de l'appel à la désobéissance civile, justement, des partis de l'opposition? Pour nous, la désobéissance civile n'est pas un programme de société. La désobéissance civile, ce n'est pas un bilan. Nous avons un bilan à défendre, nous avons un programme à offrir aux Ivoiriens, nous avons des Ivoiriens qui ont besoin de paix, nous avons des Ivoiriens qui ne veulent plus revivre le passé qui est très récent, qui est 2011. La Côte d'Ivoire a plus d'avenir que de passé. Et pour nous, il est important que nous allions aux élections pour que la Côte d'Ivoire continue son ascension. À l'instar des autres ministres, vous avez accompagné le président Alassane Ouattara lors de ses visites d'État, avec en ligne de front des bilans des actions du gouvernement et des promesses aussi qui ont été faites dans ces localités. Des observateurs disent que ces tournées avaient des allures de pré-campagne. Quel est votre commentaire là-dessus? Ben non. Le président de la République a initié des tournées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. N'eût été la Covid, nous aurions fait cette visite-là. Elle est toujours là, la Covid. Je viens. N'eût été la Covid, nous aurions fait cette visite-là. Et avec tout ce qui s'est passé, nous avons eu la Covid après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président a dû repousser un peu ces dates-là et nous les avons fait. Mais ceux qui le disent n'ont pas le sentiment des populations de la Maraoué. Nous avons eu à faire 4 jours dans la Maraoué. Nous avons rencontré des populations qui étaient ravies de recevoir pour la première fois un président sur le sol. Vous avez vu des villes qui ont changé d'aspect, qui ont eu du bitume, des châteaux d'eau sortis du sol. Mais moi j'en rêve, je l'ai même dit. Il ne s'agit pas d'une pré-campagne. Ce n'est pas une pré-campagne, mais j'aurais bien voulu que nous refassions la visite à Gagnoa pour que Gagnoa puisse en bénéficier à nouveau. Justement, nous aurions peut-être voulu que Gagnoa change de visage sans qu'il y ait une visite présidentielle. Mais Gagnoa a changé de visage, non, mais s'il vous plaît. C'est vous qui disiez qu'il y a des gens qui attendaient cette visite-là. Oui, mais ils attendaient. Ils attendaient parce que vous savez, nous savons tous que lorsque le président arrive dans une zone, vous avez des infrastructures qui sortent des terres. Et après son départ, le développement il continue. Et ça a été ce process-là pour toutes les villes. Toutes les villes où le président est passé ont eu, les quotas de développement en Côte d'Ivoire. Gagnon a eu sa part, mais j'aurais voulu en avoir encore un peu plus. Je veux dire, à propos de bilan, vous en parliez tout à l'heure, ça veut dire par exemple que les populations de la Maraoué, elles seraient allées au vote 3 mois plus tôt, ils diraient, nous on n'a pas reçu de développement parce que le président n'est pas passé chez nous. Non, quand je parle de développement, pas qu'ils n'ont pas reçu de développement, parce que Boisflé n'a pas attendu la visite du président pour avoir le pont qui a été fait à Boisflé, qui a été inauguré avec Père Sonam, le président du Conseil économique et social, M. Dibi. Mais Boisflé n'a pas attendu la visite du président pour que les travaux de certaines zones se fassent. Mais ce que nous disons, c'est qu'avec la venue du président, il y a un accélérateur dans tout ce process-là qui a lieu. Et toutes les régions en rêvent. On aurait bien voulu que ces visites se refassent. Aujourd'hui, vous nous assurez que votre parti s'en tient justement à cette date des élections et que tout sera mis en place pour aller justement à ces élections apaisées. On voit que les partis d'opposition sont un peu en train de brouiller justement cette atmosphère. Quel serait le rôle de la femme leader d'opinion dans justement la prévention de ce type de crise préélectorale? Je pense que les femmes sont déjà sur le terrain avec ONU Femmes et d'autres structures. Les femmes sont déjà sur le terrain pour appeler, je dirais, les populations
à faire attention au trésor de paix. Quand on sait d'où nous venons, il y a des erreurs à ne pas commettre. Parce que nous savons ce que nous avons vécu, ce que nous avons enduré, nous disons au RADP qu'il n'est pas bon de retourner en 2011. Et ces femmes-là qui sillonnent aujourd'hui les villes, les hameaux, les villages et les régions pour appeler la population à l'apaisement, ces femmes-là existent. On les appelle les leaders de paix. Elles existent. Elles sont sur le terrain. Elle parle aux femmes du RHDP naturellement. Pas du tout. Non, elle parle aux femmes de la Côte d'Ivoire. Je finis ma phrase, madame. Elle parle naturellement aux femmes du RHDP parce que ça commence par là. Elles se mettent d'accord sur l'action à mener. Mais ce ne sont pas les femmes du RHDP, s'il vous plaît. Non, je termine cette phrase, madame. J'insiste là-dessus. Dans un premier temps, pour mener une action, il faut vous parler entre vous et ensuite vous parler à d'autres femmes. Ça va être la question. Mais qui vous dit qu'en politique, les femmes ne se parlent pas? Non, je précise, madame. Mais je vous dis que nous nous parlons. Mais au-delà de la politique, ce n'est pas l'animosité. Nous ne sommes que des adversaires politiques. Quand on dépose nos casquettes politiques, nous sommes des femmes. Et vous parlez à d'autres femmes. Bien sûr. C'était l'essentiel de la question. J'ai une question personnelle pour vous, Madame Belmondo-Dogo. En tant que femme, oui, surtout en tant que femme politique, comment vous vous projetez dans 10 ans, dans 10, 15 ans, toujours au même poste? Quelles sont vos ambitions? Permettez-moi de dire, j'espère que non. Je vais être gentil. On est curieuse. Dans 10 ans... Vous avez entendu cette phrase? On est curieuse. Vous l'avez entendu? Tout le monde a entendu cette phrase? C'est inclusif, on est curieuse. Bien sûr. Mais pour une fois qu'on peut se permettre de dire on est curieuse, qu'il y a un nombre, on va se le permettre. En plus. On va se le permettre. Pour une fois que nous avons 4 femmes et un homme sur un plateau, on peut se le permettre. J'apprécie. Dans 10 ans, je dirais que je serai toujours en politique, mais certainement pas au premier plan. Pour des raisons personnelles, en politique, mais pas au premier plan. Ça vous effraie? Pas du tout. Je pense que j'ai été députée, dans la même année vice-présidente, ensuite secrétaire d'État. Je pense avoir franchi plusieurs paliers. Que dois-je démontrer d'autre? Et pour moi, faire un autre mandat de député et puis après permettre à d'autres personnes de s'exprimer. On va garder cette émission-là pour ce qu'on appelle désormais en Côte d'Ivoire la VAR, pour dire il n'y aura pas des circonstances qui vont peut-être vous emmener à revenir sur cette parole, à apprécier différemment, comme certains disent, c'est une saine appréciation de l'égalité du moment, non? C'est une décision que vous annoncez là maintenant? C'est une décision que j'annonce. En second plan. En tout cas, on espère que vous prendrez une femme par la main dans 10 ans et que vous pourrez l'accompagner. C'est mon souhait, d'avoir une femme députée de Guy-Bérois, 5 ans après. Madame Miss Belmondo-Dogo, quand on préparait cette émission, nous avons qu'on s'est arrêté sur le Miss. C'est vrai, vous êtes d'accord? MY2S. Ouais, ne me laissez pas seul dans cette Je dis qu'on a été très très heureux de vous recevoir sur notre plateau pour parler de cette situation, de cette condition de femme-là qui nous tient à cœur. On espère que votre combat-là sera soutenu par l'ensemble des forces vives pour qu'il soit mené à bien. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. On vous retrouve demain sur ce même plateau avec l'ASUTIM au grand complet. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde. Amen.